Oui, bonjour et bienvenue à ce 6e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, représenté par Souad El Cohen et Radouane Zbata. Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Le 31 mars dernier, dans le cadre d'un premier webinaire consacré à l'impact de l'épidémie de Covid-19 en droit des contrats, Maître Nesrine Roudan avait apporté des précisions sur les possibilités juridiques et technologiques qui s'offrent aux co-contractants dans cette période d'urgence sanitaire. Nous vous proposons aujourd'hui un deuxième regard sur ce point crucial qu'est la poursuite de la relation contractuelle en ce moment particulier, celui de Maître Souad El Alfi, avocate associée chez PwC Société d'avocats à Casablanca. Maître El Alfi partagera avec nous son expérience d'avocat conseil et fournira des recommandations pratiques sur la gestion contractuelle à court terme, mais aussi sur les stratégies contractuelles de sortie de crise. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de notre expert via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Nouveauté dans le cadre de ce webinaire, nous allons mettre en place des sondages. Une question vous sera posée par notre intervenant par écrit et vous pourrez y répondre par oui ou par non dans la rubrique sondage de la plateforme Livestorm. Nous reviendrons sur vos réponses à l'issue du webinaire pour les commenter. Je passe donc maintenant la parole à Souad El Alfi. Merci beaucoup, Angélique Azi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes surtout en bonne santé, vous et vos proches. Face à cette crise inédite, inattendue, nous nous sommes inscrits chez PwC dans la continuité, dans la pérennité des organisations et nous sommes solidaires de tous les efforts déployés. Nous avons très rapidement constitué un dispositif d'aide à la gestion de crise composé de spécialistes pluridisciplinaires, donc d'experts métiers en finance, ressources humaines, supply chain, juridique, afin d'écouter, d'accompagner les organisations tant à court terme dans cette période de gestion de crise, mais aussi bien dans leur préparation de la sortie de crise, parce qu'évidemment, on espère en sortir le plus rapidement possible. Je vous renvoie donc à la page web du cabinet PwC au Maroc pour plus de détails sur ce dispositif d'aide à la gestion de crise. Donc, je vous remercie tous de vous être mobilisés autour de cet atelier qui se veut, donc, comme l'a dit Angélique Azi, interactif, pragmatique également, avec essentiellement des recommandations à l'appui de cet échange. On a mis en place un sondage autour de 3 questions clés qu'on abordera ensemble afin d'avoir aussi votre feedback, j'allais dire, sur des questions qui sont structurantes aujourd'hui pour les praticiens et les juristes. Les points que nous ne traiterons pas, parce qu'évidemment on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, on ne traitera pas des marchés publics, on ne traitera pas des baux commerciaux, baux d'habitation, des assurances. De manière générale, on ne traitera pas des contrats spéciaux. À titre d'introduction du contexte, ce que je voulais vous dire, c'est que, donc sur la slide suivante, cette crise suscite aujourd'hui de nombreuses incertitudes et interrogations des dirigeants, de nos clients. Les questions qui nous reviennent de manière très concrète, c'est: mon contrat est-il solide? Suis-je suffisamment couvert? Comment je peux faire face à un contractant, un co-contractant qui invoque la force majeure pour s'exonérer, pour se délier parfois de son obligation contractuelle? Comment faire face à l'impossibilité d'exécuter mes engagements, d'approvisionner mes retards d'exécution? Donc, face à ces questions, on connaît depuis un mois au Maroc, un peu plus longtemps à l'international, notamment parce que la crise a démarré en Asie bien avant. On connaît un débat actuel autour des concepts de force majeure, d'imprévision. Alors ce débat, évidemment, il est nécessaire, il est incontournable. On le sait, on reviendra dessus. Ces notions-là, elles ont évidemment vocation à exonérer les co-contractants de leur responsabilité contractuelle. Mais si vous voulez, l'enjeu
pour nous, en tant que praticiens, en tant qu'avocats conseil, c'est de faire survivre et que la relation contractuelle survive après la crise et que cette crise sanitaire ne se transforme pas en crise contractuelle avec un engorgement des tribunaux à la sortie. Donc c'est vraiment ce qu'on a appelé là, quelle stratégie contractuelle de sortie de crise à mettre en place. Donc dans la slide suivante, vous allez voir le plan qu'on propose aujourd'hui. Il est en 2 temps. Donc c'est tout d'abord l'impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux en cours et les recommandations à donner, les bonnes pratiques, les best practices en termes de gestion de la crise contractuelle à court terme et cette fameuse stratégie contractuelle de sortie de crise. Donc, première partie, avant d'aborder la première partie, on voulait vous soumettre un sondage sur lequel on reviendra à la fin de cet atelier. Selon vous, donc nous avons autour de cet atelier de nombreuses personnes, dont des praticiens, dont des avocats, professeurs, étudiants, direction juridique. Covid-19 constitue-t-il, selon vous, un cas de force majeure? Dans un premier temps, on vous demande de répondre par oui ou par non. Vous verrez quel est l'intérêt, c'est de montrer ce qu'il en ressort aujourd'hui en termes de pourcentage. Faut-il s'attendre à une appréciation plus souple de la qualification de force majeure par les juridictions au regard de l'ampleur que prend la pandémie? Donc, slide suivante. N'hésitez pas à voter. Hein. J'interviens dans la rubrique sondage qui se situe à droite de la rubrique questions. Voilà. Donc, slide suivante, on a voulu donc répondre à des questions très pragmatiques. Quelles sont les conséquences de la propagation de l'épidémie sur la bonne exécution des contrats en cours? Donc, je voulais revenir sur la définition légale de la force majeure en droit marocain. Vous le savez, 2 articles structurants sont posés par le DOC, par le Daïr des obligations et des contrats. L'article 268 qui nous dit qu'il n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure. Et l'article 269 qui définit la force majeure comme tout fait que l'homme, ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels, l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation, n'est point considéré comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. N'est pas considéré comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. Donc, effectivement, la définition de l'article 269 du DOC, elle est certes limitative, mais elle est conforme aux 3 critères posés par la jurisprudence et la doctrine. Le débiteur qui invoque la force majeure aura la charge de prouver que l'inexécution est imputable à un événement qui est irrésistible, insurmontable, imprévisible et qui lui est extérieur. Alors l'intensité du cas de force majeure est tout à fait en lien avec la portée de son effet exonératoire. S'il s'agit d'un empêchement qui est temporaire, il peut donner lieu à une suspension de l'exécution de l'obligation. L'empêchement définitif peut entraîner la résolution du contrat et une libération des parties de leurs obligations. Dans la slide suivante, j'essaie d'aborder la slide 7. Voilà. J'essaie d'aborder dans quelles conditions un débiteur peut suspendre à bon droit l'exécution de son obligation contractuelle. Et là, effectivement, on revient au contrat, à la clause de force majeure telle qu'elle a été négociée ou définie dans les contrats. Alors, beaucoup de praticiens autour de cet atelier le savent, la clause de force majeure jusqu'à présent a toujours été presque une clause standard sur laquelle il y a très peu de négociations. Et donc, nonobstant en fait cet aspect-là, le contrat il faut regarder le contrat pour confirmer quelle liste il donne, est-ce qu'il donne une liste ou pas des événements qui peuvent être constitutifs de la force majeure ou des cas d'exclusion de la force majeure. Donc, un point d'attention également, ce sera d'apprécier la date de conclusion du contrat
au regard de la condition d'imprévisibilité. Donc là, je parle des contrats qui ont été signés récemment, en fait. Est-ce que les parties, au moment où elles ont conclu le contrat, la pandémie était prévisible au Maroc? Alors, un point qui est important, c'est l'interprétation de la jurisprudence au Maroc, à l'international, en France en tout cas également, pour donner des exemples, sur l'interprétation et la qualification, l'appréciation que fait la jurisprudence de la force majeure. Jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, c'est que l'interprétation est stricte, qu'une épidémie en tant que telle est difficilement assimilable, en tout cas en droit privé, à un cas de force majeure, de nature à exonérer le débiteur de sa responsabilité contractuelle. Et on a plusieurs décisions des juridictions, je ne parle pas des juridictions administratives, mais là encore en matière commerciale ou privée, qui ont exclu, qui ont refusé de reconnaître l'existence d'un cas de force majeure dans les cas de H1N1, de chikungunya, de grippe aviaire. Donc la question pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est de dire, mais finalement, à quoi faut-il s'attendre compte tenu de l'ampleur de cette pandémie et surtout de l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété le 24 mars dernier? Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution de la jurisprudence, à une interprétation plus souple ou une appréciation plus souple de la force majeure et l'impact sur les contrats? Donc c'est également l'une des questions qu'on vous soumet au sondage. Je me permets d'intervenir, Madame El Alfi, parce qu'on a déjà une question sur la théorie de l'imprévision. Donc déjà, peut-elle s'appliquer au Maroc? Et le cas échéant, que faut-il préférer, imprévision ou force majeure? Alors, comme je l'ai dit, en fait, la force majeure, elle a en droit privé, puisqu'aujourd'hui notre propos, c'est pas les marchés publics ou le droit administratif, en droit privé, en matière commerciale, la force majeure est définie par la loi, par le DOC, les articles 268 et 269. Donc la force majeure, pour moi, elle fait partie du dispositif du droit positif. L'imprévision, en revanche, au Maroc aujourd'hui, en matière de droit privé, elle n'est pas codifiée de toute façon en droit privé ou en droit public. Et les arrêts qu'on a, les décisions qui sont publiées, portent essentiellement en matière de jurisprudence administrative. Donc ça, c'est un point de nuance, par exemple, avec le droit français, où la théorie de l'imprévision a été codifiée dans le Code civil, l'article 1195. Donc, pour moi, si vous voulez, la différence entre les deux notions, c'est que l'imprévision, c'est vraiment un événement qui est irrésistible, en fait. Si vous voulez, c'est dans le cadre de l'exécution d'un contrat, un changement de circonstance va entraîner la modification de l'équilibre du contrat, alors qu'il n'a pas été prévu au moment de sa formation. Et c'est au juge, c'est au magistrat juge du fond que revient la qualification et l'appréciation de l'imprévision. Donc, on a des éléments on a des précédents en matière administrative. On a même une réponse qui a été formulée par le secrétariat général du gouvernement en 2009, qui pose les conditions cumulatives de l'imprévision. Donc, c'est un bouleversement dans l'économie du contrat, entraînant un grave déficit pour le co-contractant, l'imprévision des circonstances, l'extériorité comme la force majeure, l'impossibilité de continuer l'exécution. Mais pour moi, la différence entre les deux notions, c'est que l'une fait partie du droit positif, et même si elle n'est pas prévue dans les contrats, on peut l'invoquer, alors que l'imprévision, elle ne fait pas partie du droit positif, donc soit elle a été inclue dans les contrats, et dans ce cas-là, on en revient au contrat, soit elle n'est pas prévue ni dans le contrat, et elle n'est pas prévue dans la loi, et aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si, évidemment, le Covid-19 constitue un cas d'imprévision. D'accord. Et pour pallier à ce déséquilibre contractuel, est-ce qu'on a comme seul mécanisme l'imprévision, ou est-ce qu'on peut prévoir d'autres mécanismes dans le contrat, par exemple une réadaptation du contrat par le juge? Alors, en fait, dans les mécanismes contractuels,
et ça on y reviendra tout à l'heure sur la stratégie à mettre en place pour l'avenir. On a dans le corpus de mécanismes existants, on a les clauses de hardship, on a les clauses qu'on appelle les MAC clauses, on y reviendra. On a des outils qui permettent effectivement de rediscuter le contrat, de revoir le contrat lorsqu'il y a un changement dans les conditions de sa formation, au regard des conditions de sa formation. Mais là encore, l'enjeu, c'est ce que je vous disais en introduction, les dirigeants veulent le contrat, c'est un sujet de gestion des risques. Donc les dirigeants veulent avoir des contrats qui soient fiables. Et je ne sais pas si c'est vraiment de la sécurité juridique de se dire que n'importe quelle partie pourrait demain remettre en question un contrat sur le fondement, vous voyez, alors qu'il n'y a pas de disposition contractuelle, il n'y a rien dans le droit positif, et que le juge vienne s'en saisir. Voilà, donc on verra comment les juridictions apprécieront, parce que je pense qu'il y aura certainement des contentieux à la sortie de cette crise, mais je pense que c'est soit le contrat le prévoit, et dans ce cas-là, les parties ça fait partie de l'autonomie, c'est la loi des parties, donc c'est correct, mais je sais pas, c'est à nuancer avec la sécurité juridique des engagements. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a d'ores et déjà, Angélique, un retour sur les sondages autour de ces deux premières questions? Oui, on a déjà quelques résultats. D'accord. Notamment, Covid-19 constitue-t-il un cas de force majeure pour 74% des sondés? Oui. D'accord. Et non pour 26%. Vous voyez, c'est intéressant déjà. Et, donc on continuera, enfin à date, voilà. Mais c'est intéressant de voir que effectivement, il ne faut pas oublier que l'appréciation de la force majeure, elle va relever de circonstances, ce qu'on appelle une appréciation in concreto. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, nonobstant en fait cette tendance de la jurisprudence qui a toujours refusé, en tout cas dans les décisions publiées qu'on a, de reconnaître des épidémies comme celles que j'ai citées tout à l'heure, comme des cas de force majeure, c'est intéressant de voir le retour de nos confrères, de nos amis juristes autour de cet atelier, qui pour la majorité considèrent qu'on est dans un cas de force majeure. Oui, c'est intéressant, et ça va peut-être faire évoluer la jurisprudence. Absolument. Mais de tout ça, et c'est le lien avec la deuxième partie de mon propos autour des recommandations, on est face à une période d'incertitude, et on s'attend à des incertitudes sur les qualifications des cas de force majeure, d'imprévision. Et l'enjeu pour les praticiens, pour les conseils, pour les directions générales, pour les directions juridiques, les directions financières, c'est la survie du contrat, puisque l'enjeu, on l'a dit en introduction, c'est la pérennité des activités, c'est la continuité des activités. Donc, nous, les questions qui nous ont été posées très rapidement, c'est quel plan mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on fait à court terme pour pouvoir sécuriser les relations contractuelles. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une approche structurée à mettre en place. Et c'est ce qu'on essaie de développer dans ce qu'on a appelé la gestion à court terme de la crise contractuelle et les bonnes pratiques, les best practices. La première étape, ça va être de dire, finalement, faites un état, un diagnostic des contrats les plus importants en cours qui peuvent être impactés par la crise. Et donc, ce diagnostic, ça veut dire qu'il va falloir, ça ne peut pas être le juriste ou la direction juridique seule qui va le faire, il va falloir le faire de façon structurée avec des impacts financiers et sociaux entre les mains, avec donc en travaillant avec les autres directions, donc je l'ai évoqué, financière, audit interne, direction générale. Et une fois cet état des lieux fait, c'est le deuxième point, ça va être de structurer la communication contractuelle avec les partenaires. Alors, la structuration de la communication contractuelle, ça peut être une information qui est non formalisée, donc c'est le principe de la loyauté ou de la bonne foi dans les relations commerciales, mais ça peut être aussi de notifier des difficultés d'exécution des contrats, donc de le notifier par écrit. Et c'est ce qu'on recommande, vraiment d'avoir cette approche de structurer la communication contractuelle. Donc c'est avec les clients, avec les fournisseurs, mais également
avec les pouvoirs publics, les banques, les stakeholders. Et en fait, si vous voulez, ce sujet de la communication contractuelle, à mon sens, ça devient un sujet pratiquement même de bonne gouvernance ou de corporate gouvernance et même j'allais dire même de responsabilité du dirigeant. Est-ce qu'il faut informer le conseil d'administration? Est-ce qu'il faut quel organe social avec quel organe social interagir et informer de ces difficultés d'exécution, parce qu'évidemment personne ne sait quelles seront j'allais dire l'issue, quelle sera l'issue de ces difficultés. Et donc le troisième point, à mon sens, et ça c'est en lien avec le sujet de la qualification de la force majeure et de l'imprévision, vu qu'on a évidemment une incertitude sur l'issue des possibilités d'exonération de la responsabilité contractuelle, nous ce qu'on recommande, c'est essayer de trouver des aménagements contractuels, de négocier un aménagement contractuel plutôt que d'aller au contentieux. Là encore, ça me semble être du bon sens. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder sur la phase de gestion à court terme de la crise contractuelle, c'est d'encadrer les risques dans les nouveaux contrats. Et donc là, effectivement, pour les nouveaux contrats, j'allais dire renforcer les clauses de force majeure, notamment si ces périodes de confinement, si ces modalités de déconfinement, parce qu'on ne les connaît pas à ce jour, c'est de renforcer les clauses de force majeure de telle façon à anticiper si ces mesures strictes continuent. Et donc, voilà, donc à mon sens, c'est une gestion des risques, cette période à court terme de gestion de la crise contractuelle. Et dans un second temps, slide 10, ce que je voulais aborder, c'est effectivement la stratégie contractuelle de sortie de crise. Donc, finalement, comme je l'ai dit, l'enjeu, c'est que c'est la continuité des activités, c'est la pérennité des activités, et certainement pas d'aller au contentieux. En tout cas, donc dans cette démarche-là, c'est définir une stratégie contractuelle. Et le plan d'action que j'ai évoqué tout à l'heure, ça peut être aussi un début de définition d'une stratégie contractuelle. Elle se fera évidemment en approche pluridirection au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Et ensuite, dans les stratégies de sortie de crise, et ça c'est inévitable, il va falloir renégocier les conditions d'exécution des contrats et peut-être mettre en place, et ça c'est des idées qu'on a déjà, des mécanismes de flexibilité du contrat. Alors, là encore, tout dépend de quelle partie on parle, mais on est en train de dire que finalement, dans le contrat tel qu'on le voit à la sortie de crise, ça sera un contrat plus flexible, qui permettra d'ajuster les prestations, les engagements au regard de l'incertitude des mois et des années à venir. Ensuite, effectivement, ce qu'on recommande également dans les stratégies contractuelles, c'est de réfléchir, de mettre en place des formules de révision de prix et d'indexation. Effectivement, indexation sur les matières premières, sur l'indice des salaires, sur le coût de la vie, sur la fluctuation des devises. Donc, c'est des exemples très concrets pour dire que c'est cette proposition de valeur contractuelle qu'on cherche à mettre en avant pour garantir, pour en tout cas accompagner la pérennité des organisations. Alors, en synthèse, avant de passer à la synthèse et slide 11, est-ce qu'on a un retour? On a abordé la question de sondage. Oui, alors les sondages continuent d'évoluer. Alors, par exemple, faut-il s'attendre à une appréciation plus souple de la qualification de force majeure par les juridictions? Pour 59% des sondés, oui.
Et Très bien, donc, très ce bien. qui est une grande majorité. Alors justement, on a des questions sur la force majeure, Mhm. notamment sur l'appréciation de la force majeure. Que doit-on apprécier? Est-ce que c'est la propagation du virus ou est-ce que ce sont les décisions administratives qui obligent, par exemple, certains commerces à fermer? Qu'est-ce qui va déterminer qu'on est sur un cas de force majeure? Alors pour moi, en fait, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui permettent aux débiteurs de démontrer que cet événement-là, donc les décisions administratives, les fermetures des établissements, la crise sanitaire en elle-même, mais ce qui va être apprécié, c'est l'impact sur le débiteur, qu'il rend l'exécution de son obligation euh, impossible, que ça lui est extérieur, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans l'article 269. Mhm. Et pour moi, c'est cet impact-là qui va être apprécié. Donc en fait, c'est Donc un j'avais ensemble de choses. l'ensemble, Voilà, absolument, c'est un ensemble de choses, absolument. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, c'est-à-dire que donc des personnes s'interrogent sur la force majeure toujours. Qui peut prévoir qui va décider de la suspension du contrat, par exemple en cas de force majeure? Est-ce que c'est la partie qui invoque la force majeure ou bien il faut nécessairement que ce soit un juge qui constate cette force majeure? Alors en fait, la partie qui va invoquer la force majeure, elle a la charge de la preuve. Donc elle va donc notifier de manière très concrète à la partie, à son partenaire commercial, à son co-contractant, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter parce qu'elle se retrouve face à un cas de force majeure. Et là, donc, ce à quoi il faut s'attendre, c'est que le co-contractant, qu'il y ait une divergence dans l'appréciation. Et c'est là où seul le juge peut le trancher, ce différend. Si vous voulez, il y a deux cas. Soit le co-contractant l'accepte, dit très bien, je comprends, et là j'accepte de vous délier de votre engagement, de votre responsabilité contractuelle, mais il faut s'attendre à des divergences d'appréciation. Et effectivement, seul le juge va pouvoir le trancher. Donc là, si vous voulez, l'excuse ou la cause exonératoire de la force majeure, elle n'est pas automatique de plein droit. Il faut qu'elle soit reconnue par un jugement, par une décision ayant force exécutoire. D'accord. Alors justement, un participant nous demande de faire un point sur la position de la jurisprudence marocaine concernant l'épidémie du coronavirus, mais est-ce que les tribunaux ont eu le temps de se prononcer? Malheureusement, mais non, si on avait si on avait des éléments précédents, on les aurait partagés. Et c'est là encore, c'est pour ça que aujourd'hui, on n'a aucune décision d'un juge marocain pour la simple raison que les tribunaux sont fermés. On a une décision administrative en France d'un jugement d'un tribunal administratif en matière de droit des étrangers qui a reconnu la force majeure. Mais là encore, on est en matière de droit des étrangers. Et certes, cette décision est intéressante parce qu'elle reconnaît le Covid-19 comme un cas de force majeure et qui a rendu l'impossibilité à l'étranger de se présenter devant le tribunal. Mais aujourd'hui, on n'a aucune décision Covid-19 au Maroc. On en aura, évidemment, on en aura, mais pour l'instant, on n'en a aucune. Et sur l'impact de la force majeure, est-ce que la force majeure est exonératoire totalement de responsabilité si on l'invoque? Alors, c'était là, en slide 6, effectivement, la force majeure, elle est exonératoire de la responsabilité. Mais il va falloir faire une distinction. Est-ce que c'est un empêchement qui est juste temporaire pendant la période de cette crise? Et dans ce cas-là, on parle d'une suspension de l'obligation. Ou est-ce que c'est un empêchement qui est définitif? Et là, il faudra regarder le contrat. Est-ce qu'on parle d'un contrat à exécution successive? Est-ce qu'on parle d'un contrat à exécution instantanée? Donc, ça sera nuancé en fonction du contrat dont on parle et à qualifier en fonction du contrat dont on parle. Mais la portée de l'effet exonératoire de la force majeure va dépendre aussi de l'empêchement. Est-ce qu'il est temporaire ou définitif? C'est ce que vous disiez, ouais.
Oui. Et si le co-contractant à qui on notifie le cas de force majeure ne répond pas, comment peut se traduire ce silence? Comment faire? Alors là, effectivement, il y a deux manières de faire. Soit on est dans une démarche précontentieuse et auquel cas il va falloir adresser une mise en demeure en bonne et due forme, mais qui annonce une phase demain contentieuse. Mais ça veut dire qu'il faut attendre la réouverture des tribunaux. Soit, moi, j'irais à ce stade, parce qu'il y a toujours un contrat, il y a toujours des clauses. Enfin, souvent, il y a des clauses relatives à la bonne foi, à la loyauté, à la coopération des parties. Et moi, je me placerais plutôt sur le terrain du créancier diligent qui cherche à trouver j'allais dire un règlement amiable, en tout cas, avant d'aborder la phase précontentieuse. Très bien. Alors, bon, on finit là sur ces clauses de force majeure. Est-ce qu'il y a, quelles sont les limites des clauses de force majeure? Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir simplement une impossibilité relative? Est-ce que certaines décisions marocaines semblent refuser selon un participant? Est-ce que vous voyez le sens de la question? Quelles sont les limites des clauses de force majeure? Eh ben, je pense que le participant a très bien adressé le point. En fait, le problème et c'est là toute la difficulté, c'est que le cas de force majeure, l'interprétation des tribunaux, elle est extrêmement stricte. Parce qu'on est face à la force majeure, c'est un cas, c'est un mode d'exonération de ses obligations. Donc, pour qu'un tribunal reconnaisse un cas de force majeure dans un contrat de droit privé, il faut effectivement que les trois critères qu'on évoquait, l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, soient remplis ensemble. Et effectivement, la difficulté, c'est que l'appréciation des tribunaux à ce jour, elle est extrêmement stricte. Mais c'est en rapport avec le fait que le contrat, c'est la loi des parties, qu'il est intangible. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, au regard de l'ampleur que prend cette crise, il faut s'attendre à une appréciation, j'allais dire, différente des tribunaux. Donc, on sera attentif aux jugements qui seront rendus ces prochains mois. D'accord. Écoutez, je vous propose de passer à la synthèse, hein, c'est ça? Non, je voulais juste. On avait également une autre question en sondage. Oui, allez-y. Faut-il s'attendre post-crise à une évolution des négociations et des pourparlers plus complexes? Oui. Donc, on va peut-être laisser les participants voter ou répondre. Ah, pardon, vous parliez du sondage, oui. Effectivement, faut-il s'attendre post-crise à une évolution des négociations et des pourparlers plus longs et complexes? On a déjà des réponses. Ah, très bien. Et alors là, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir le débat sur ce que j'ai appelé la synthèse en slide 11. Oui. Alors, donc, à cette question, on a 70 personnes qui ont répondu. Donc, sur ces 70 personnes, 87% estiment qu'il faut s'attendre à une évolution des négociations et des pourparlers plus longs et complexes. Effectivement, donc 88% des personnes s'y attendent. Je pense que ça confirme ce que vous vouliez dire en synthèse, annoncer en synthèse. Oui, tout à fait. En slide 11, voilà. En slide 11, c'était pour faire le lien. Alors, on a eu peu de réponses, mais cette question-là est intéressante pour faire le lien avec les tendances pour les futurs contrats et négociations. Et ça, c'est un point intéressant pour les praticiens, ce à quoi il faut s'attendre demain. Effectivement, à des pourparlers plus longs, plus complexes, plus de détails. Et on a des articles d'ores et déjà de Harvard Law School sur lequel les praticiens évoquent notamment toutes les opérations de M&A, par exemple. Vous voyez, sur les due diligence juridiques, on s'attend à des revues, à des analyses plus détaillées des circuits contractuels d'approvisionnement par source, par pays d'approvisionnement, et notamment au regard de Covid-19.
Évidemment, l'analyse des stipulations contractuelles relatives à la force majeure, les clauses de hardship, les clauses d'imprévision. On s'attend également à des mécanismes d'ajustement de prix qui vont être en faveur des acheteurs. Donc, soyons clairs. À des MAC clauses, qu'on appelle les Material Advance Change Clauses, qui sont des clauses inspirées du monde anglo-saxon. Et il faut s'attendre à ce que dans les prochaines négociations de contrats, dans les mois et années à venir, les parties, en tout cas là encore l'acheteur, cherche à se couvrir, à se prémunir d'un événement qui vient impacter les données de départ de sa négociation ou de sa transaction. Évidemment, il faut... Oui, c'est-à-dire qu'on se dirige vers des pourparlers plus longs et complexes pour pallier à des situations qu'on vit aujourd'hui, peut-être, c'est ça? Absolument, exactement. C'est comme ça que le droit des contrats va évoluer dans ce sens-là du fait de cette crise. Tout à fait, tout à fait. Ça va évoluer vers une protection évidemment de l'acheteur, des parties. Il faut s'attendre également, pareil, en ce qui concerne les mécanismes de déclaration et garantie, à des discussions difficiles autour de la communication de ce qu'on appelle les disclosures, de l'information que voudra l'acheteur au closing. C'est des points sur lesquels on s'attend à des moments difficiles pour les praticiens du M&A. Pareil pour tout ce qu'on appelle les engagements relatifs à la période intermédiaire entre le sign-in et le close-in. On s'attend effectivement à ce que les obligations d'information soient renforcées entre le moment où les parties signent une transaction avec des conditions suspensives et le moment où les conditions seront levées. Et là, effectivement, dans ces engagements et ces obligations d'information, je pense que elles seront renforcées. Donc, c'est les tendances en fait des évolutions des pratiques du marché et qui sont tout à fait liées à cette crise sanitaire. On a une question justement, comment peut-on sécuriser la négociation contractuelle? Ça va en faire partie de cette sécurisation, ces pratiques pour parler plus long. C'est comme ça qu'on va sécuriser par la suite les contrats. Tout à fait. Et là, le rôle des juristes, le rôle des directions juridiques, le rôle des avocats va être clé, puisque ça va être de donner cette sécurité juridique et j'allais dire d'être agile sur les mécanismes innovants. Et je pense, tout à l'heure, j'ai évoqué la MAC clause, la Material Advance Change clause, les clauses de hardship, toutes ces clauses contractuelles qui permettent aux parties d'être dans l'obligation de se retrouver autour d'une table pour rediscuter les éléments de négociation de départ. D'accord, parce que des clauses comme ça ne font pas toujours partie des contrats actuellement. Ce sont des clauses qu'on élude. Tout dépend qui ne sont pas forcément prévues actuellement. Tout dépend. Voilà. Alors aujourd'hui, ces clauses-là, on les voit. Hein, tout dépend de la transaction, de l'objet de l'objet du contrat, du territoire sur lequel le contrat est conclu, et puis aussi j'allais dire du process du deal en fait. En clair, c'est des éléments qui permettent de sécuriser, mais de manière contractuelle, des engagements. Elles font pas partie du droit positif de tel ou tel pays. Donc, à mon sens, la MAC clause, je suis sûre que toutes les transactions et tous les contrats, en tout cas en matière de M&A, comporteront des MAC clauses et ce sera difficile de les refuser. Très bien. Alors, on peut peut-être revenir sur une question, il nous reste 2-3 minutes. Je me permets de revenir sur le formalisme. Comment faire pour notifier à une partie qu'on ne pourra pas exécuter ses obligations, alors qu'on ne peut pas réaliser matériellement ce formalisme, notamment envoi d'un écrit sous un certain délai.
voilà, quid du cas où le contrat prévoit un certain formalisme pour notifier la suspension du contrat, mais qu'on ne peut pas répondre à ce formalisme du fait de la situation actuelle. Comment faire? C'est une très bonne question parce qu'elle est pragmatique, elle est effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, donc il faut revenir, enfin, il faut s'inscrire dans le contrat. Et effectivement, si le formalisme qui est prévu par le contrat il n'est pas possible de le respecter, eh bien, je pense que ça aussi, ça doit faire partie des éléments qui doivent être notifiés aux débiteurs ou aux créanciers, puisque j'imagine que ça va être invoqué par le débiteur de l'obligation. Et je pense que dans la notification, il faudra effectivement dire que nous sommes dans l'impossibilité de vous notifier dans les conditions de telle disposition du contrat, mais que à la sortie de postérieurement au déconfinement, elles seront réitérées immédiatement après, par exemple. Ça peut être un moyen de démontrer que effectivement on a informé qu'on était dans l'impossibilité de respecter le contrat et de réitérer cette information au moment du déconfinement, au moment où le formalisme prévu au contrat pourra être respecté. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Est-ce que vous souhaitez, Maître El Alfi, ajouter quelques mots? De toute façon, toutes les réponses auxquelles on n'a pas pu répondre là parce qu'on n'a pas eu le temps, vous serez d'accord pour y répondre par écrit sous forme d'un article qu'on publiera sur Lexis Maroc. Je pense que ce sera bien de procéder comme ça, si ça vous va. Très bien, très très bien. Non, mais je pense que c'est une bonne chose. Là encore, moi, pour conclure, vraiment, il y a comme je l'avais dit tout à l'heure en introduction, effectivement, il y a le débat autour des concepts qui est nécessaire, qui est incontournable et qui fait partie de notre technique juridique. Tout l'enjeu, ça va être aussi, en tant que praticien conseil, d'essayer d'accompagner dans la survie de la relation contractuelle et la pérennité de l'organisation au sorti de cette crise. Écoutez, merci Madame El Alfi d'avoir apporté ces éclaircissements très pratiques sur l'enjeu crucial de la poursuite de la relation contractuelle dans cette période si particulière. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à tous d'avoir participé à ce 6e webinaire. Je vous donne rendez-vous dès jeudi sur ce même site pour un nouveau webinaire avec Corinne Lepage, qui est l'ancien ministre de l'Environnement en France, qui évoquera les problématiques liées au climat et à la crise sanitaire actuelle. Merci Madame El Alfi, merci à tous et à bientôt. Merci à tous et je vous dis bon courage pour ces prochaines semaines à vous et vos proches. Au revoir. Merci.